peu à tout le monde. Non, non, pas du tout. Voilà, nous venons de terminer votre présentation qui, je peux vous dire, a plu énormément au public. Et ils ont chaleureusement applaudi. Et donc, voilà, j'ai quelques questions suite à ce que vous nous avez présenté, donc que j'aurais aimé vous poser. Excusez-moi, mais je vous entends vraiment très très mal. Ah, vous m'entendez mieux comme ça? Nettement mieux, merci. Voilà. Alors, donc parmi les questions que j'ai, j'en ai une qui est assez générale, c'est que pensez-vous du principe de précaution? Alors, j'ai répondu à Busquin à l'époque à propos du principe de précaution, et il était venu donner une conférence à l'époque chez Solvay. Et je lui ai demandé quel était le produit le plus dangereux, l'eau ou l'alcool. Et il m'a dit l'alcool, bien entendu. Et je lui ai répondu qu'il fallait savoir que l'eau tuait beaucoup plus de personnes. Pardon. Attendez, excusez-moi, on a un petit souci. Ok, vous m'entendez toujours? Ok, mais par contre, moi je vous entends dans mon casque, mais plus dans les haut-parleurs. Je change ça. Voilà, parlez, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Parfait. donc j'expliquais, oui, donc en réponse à votre question, donc j'ai un jour assisté à une conférence de M. Busquin chez Solvay, et qui nous a parlé du principe de précaution. Et donc je lui ai demandé quel était le produit le plus dangereux, l'eau ou l'alcool. Il m'a répondu l'alcool, bien entendu. Ce à quoi je lui ai signalé que l'eau tuait infiniment plus. Pardon? Non, allez-y. Oui. Donc, je lui ai répondu que l'eau tuait infiniment plus de personnes que l'alcool tous les ans, et que dès lors, si j'applique le principe de précaution à la lettre, je devrais bannir l'eau définitivement et le remplacer par l'alcool. Donc, le problème même qui se pose est le suivant. Le principe de précaution, mais pourquoi appliquer un principe de précaution pour un problème qui n'existe pas et qui va nous coûter des milliards d'euros, problème pour lequel nous, humains, ne pouvons réellement rien faire. Nous ne pouvons pas jouer sur le climat qui dépend de phénomènes naturels et dans lequel la participation de l'homme est minuscule. Alors, je veux qu'on comprenne bien mon message. Je parle ici de climat, je ne parle pas d'environnement et je ne parle pas de pollution. Il est clair que nous avons tous un rôle à jouer au niveau de la préservation de l'environnement, au niveau de la pollution. Il y a des tas de choses que nous pouvons faire. Et ces choses-là ne vont avoir aucun impact sur le climat. D'ailleurs, l'activité de l'homme en tant que telle a un impact minuscule, s'il en a un, au niveau du changement climatique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui. Non, je me mets en mute pendant que vous parlez, comme ça j'évite que vous soyez perturbés par les sons qui viennent ici. Ok, non, très bien. Alors, une autre question porte... est-ce que vous avez eu connaissance de fraudes qui auraient été réalisées par la NASA concernant cette question du réchauffement climatique? Tout à fait. Tout à fait. Récemment, il y a d'ailleurs un politicien, un membre du Sénat, je pense américain, qui a demandé la création d'une commission pour vérifier en fait quels étaient les ajustements, comme on dit, effectués par la NOAA, qui est donc l'organisme qui s'occupe de tout ce qui est climat et qui dépend de la NASA. Il se fait qu'il y a énormément de rapports qui circulent dans la littérature où les valeurs de température mesurées par
exemple, indiquent une baisse de la température, tandis que les valeurs ajustées et publiées par la NASA indiquent en fait une hausse des températures. Tous ceux qui veulent vérifier cela peuvent aller sur le site de Ole Oulum, qui est un climatologue extrêmement respecté, site qui s'appelle Climate for You. Et vous avez dans ce site ce que l'on appelle des diagrammes de maturité qui vous indiquent quels sont les changements apportés aux températures par des organismes comme la NASA, ou moins la NOAA. Et donc il y a là en ce moment une querelle qui risque de passer au niveau judiciaire parce que maintenant il y a eu un dépôt de ce qu'on appelle aux États-Unis un subpoena pour que la NOAA donne en fait toutes les informations, ce qu'elle refuse de faire à l'heure d'aujourd'hui. Il faut savoir que ça n'est pas récent dans le domaine de la climatologie. Vous avez eu le même problème qui s'est posé en Angleterre au niveau du Hadley Research Center, donc à East Anglia, où notamment M. Jones et ses amis, Michael Mann et compagnie, ont refusé de donner accès à leurs données scientifiques, ont refusé de fournir les programmes informatiques qu'ils utilisaient afin de pouvoir vérifier que leurs valeurs obtenues étaient bien cohérentes et correctes. Et donc, il y a eu là ce que l'on appelle le Climate Gate, qui a été très peu publicisé dans les pays francophones et qui a finalement fait un certain tollé dans les pays anglophones, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Et là aussi, on se rend compte que certains scientifiques, pas tous, comprenez-vous bien, certains scientifiques n'hésitent pas à trafiquer les chiffres pour aller dans la direction qu'ils veulent donner, et notamment la courbe de Michael Mann, qui est une courbe totalement erronée et qui a été démontrée comme telle à de maintes reprises. Ok, merci. Alors moi j'avais aussi une question personnelle, parce que bon, j'ai déjà eu l'occasion de voir la présentation par exemple du professeur François Gervais, scientifique français, votre présentation. J'ai commencé à lire le livre dont vous avez dirigé la rédaction, donc Climat, 15 vérités qui dérangent, que vous avez coécrit avec, je pense, une dizaine de scientifiques et d'ingénieurs. Je lisais récemment qu'il y a depuis plusieurs années aux États-Unis une pétition qui a été lancée donc, contre ces positions du GIEC, qui maintenant rassemble plus d'une trentaine de scientifiques signataires. 30 000 signataires. Et donc, ce qui peut paraître étrange à un public qui découvre le sujet, c'est comment se fait-il qu'avec autant de scientifiques et des arguments qui tiennent la route, finalement, des voix comme les vôtres ne se fassent pas entendre? Est-ce qu'il y aurait une inquisition ou des pressions pour vous faire taire? Énormément de... Pardon, oui. Oui, allez-y. Il y a énormément de pression pour nous empêcher de nous exprimer. Dans mon cas particulier, quand j'ai commencé à exprimer un peu mes doutes quant aux valeurs et aux conclusions auxquelles le GIEC était arrivé, d'abord j'ai eu des pressions personnelles et puis certaines personnes n'ont pas hésité à rédiger une pétition qui a été envoyée aux autorités de mon université et qui essentiellement demandait l'une des deux choses, ou bien on me mettait hors de l'université, j'étais renvoyé, ou bien on me faisait taire parce que ça n'allait pas dans le sens du dogme actuellement en vigueur. Et les personnes qui ont signé ça faisaient partie notamment du groupe de climatologues de l'Université catholique de Louvain. Heureusement, les autorités ont respecté ce qu'elles adhéraient, c'est-à-dire la liberté d'expression des académiques, et cette pétition est tout simplement tombée à l'eau. Mais voilà jusqu'où les gens sont prêts à aller contre des voix dissidentes. Aux États-Unis, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi à cause des pressions de groupes de climatologues, notamment parce qu'ils avaient l'audace d'exprimer des doutes quant aux chiffres, aux valeurs, aux conclusions auxquelles on adhère. À côté de ça, il y a aussi une énorme quantité de scientifiques que j'appelle des scientifiques silencieux. Parce que soit vous êtes retraité et là vous osez dire ce qui s'est passé, et il y a pas mal de gens qui maintenant commencent à le faire, soit vous êtes dans le milieu de votre carrière, et à partir de là, dès le moment où vous n'adhérez pas au dogme en vigueur,
eh bien vos fonds vont être coupés et vous serez incapable de continuer à faire la recherche qui vous intéresse. Alors il se fait que dans mon cas, je ne reçois pas de fonds pour quoi que ce soit en climatologie. Mon domaine est à part, même si je travaille sur le CO2, même si le fait de travailler dessus, ça concerne bien entendu le climat, et donc mes sources de financement sont peu impactées par les idées que je vais propager en climatologie. Donc je peux me permettre de prendre ce risque, ce que nombre de mes collègues ne peuvent pas se permettre. Et à côté de ça, eh bien, vous avez des personnes qui ont compris le filon et donc qui vont rentrer dans ce filon, qui vont mettre des projets qui vont aller dans le sens des organes de financement et donc qui vont être capables de continuer à faire de la recherche tout en sachant pertinemment bien que ce qu'ils vont publier eh bien, va être quelque chose d'erroné et tant pis, ça leur donne des fonds. À côté de ça, vous avez des pressions d'organismes, pour citer certains cas, des ONG environnementales par exemple, qui n'hésitent pas à vous insulter publiquement, qui n'hésitent pas à vous traîner dans la boue. C'est le cas de certaines organisations en Wallonie notamment, qui sont financées par la région wallonne et qui ne vont pas hésiter à vous traiter de tous les noms. Mais ça, bon, disons que c'est tout à fait standard et on peut très bien vivre sans se préoccuper de la manière avec laquelle les uns et les autres vous insultent. Voilà. Alors, la question... Voilà. Peut-être un petit point supplémentaire. Vous avez aussi des difficultés à faire passer vos messages dans la presse, parce que bien entendu, un certain nombre de journaux ou d'organes de presse sont évidemment acquis à cette cause. Je ne vais pas hésiter à vous le dire, la RTBF par exemple est une chaîne sur laquelle vous aurez ad nauseam des programmes qui vont vous dire que la fin du monde est là, que le réchauffement climatique avance à grands pas, que si nous n'agissons pas dans la minute, ce sera fini pour l'espèce humaine. Vous avez aussi en Wallonie énormément de journalistes qui sont acquis à la cause. Il y a eu récemment une étude qui a été effectuée, et il faut savoir que plus de 56% des journalistes en Wallonie votent écolo. Il est très difficile d'aller à l'encontre d'une telle idéologie aujourd'hui. Mais il faut le faire, il faut le faire. Moi, il n'y a rien à faire, la vérité doit être là, elle doit être dite, et peu importe si ça gêne les personnes, et peu importe si ça prend à rebrousse-poil des organisations qui en tirent un bénéfice plantureux. Merci. Alors une question donc, qui est suivante. Donc, j'ai guetté la publication du niveau de la banquise arctique cette année, au mois de septembre, mais je n'ai pas trouvé. Est-ce que vous connaissez les résultats? Alors, cette année-ci, la banquise arctique a récupéré plus de 30% des glaces par rapport à l'année précédente, qui elle-même était une année superbe. Elle a récupéré 60% de glace en plus par rapport à 2012. Mieux encore, la banquise arctique se retrouve aujourd'hui au niveau de la moyenne 1997-2001. Et ce qui est absolument génial, c'est que cette année-ci, l'hiver en Arctique a commencé grosso modo 15 jours plus tôt que prévu. Et donc vous avez une fonte qui est inférieure à ce qui était prévu et une reprise des glaces qui est en fait beaucoup plus rapide que ce que l'on avait observé avant. Et tout ça colle très très bien avec le fait que nous commençons à rentrer dans une période où le soleil, depuis quand même maintenant presque un peu plus d'une dizaine d'années, est entré dans une phase, disons, de repos, dans une phase beaucoup moins active. Vous n'avez quasiment plus de taches solaires, très très peu, ce qui correspondait en fait au minimum de taches solaires que l'on observait durant la période du petit âge glaciaire. On n'en est pas encore là, rassurez-vous, mais il se fait que ce minimum d'activité solaire résulte forcément dans une diminution de l'énergie qui arrive sur Terre, ce qui va conduire à une diminution de la fonte globale et une reprise de la formation des glaces au niveau de l'Arctique. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais schématiquement c'est un peu ce qui se passe. Ok. Alors oui, deux questions qui se rejoignent un peu. Dans votre présentation, vous parliez justement du rôle du CO2 dans
croissance des plantes, et vous évoquiez donc des régions du monde qui connaissaient un reverdissement, et en particulier le Sahel. Donc quelles sont les parties du Sahel et pour quelles raisons il y aurait ce reverdissement? Alors, oui, les parties du Sahel qui reverdissent aujourd'hui, donc là où le désert est en régression, ce sont les parties essentiellement du sud du Sahel. Et ces parties-là sont en régression, donc sont en verdissement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est évidemment toutes ces campagnes qui ont été effectuées pour planter et replanter des végétaux qui résistent de mieux en mieux à l'avancée du désert, et à force d'y arriver, qui est de nouveau. Voilà le genre de choses, voilà le genre de programme pour lequel on devrait donner bien davantage de fonds plutôt que de le donner, disons, vers des élucubrations climatiques, comme je le disais auparavant. Donc le fait de planter de plus en plus de végétaux qui vont empêcher l'avancée du désert, voire la stopper, la régresser, est quelque chose qui intervient dans cette diminution du désert du Sahel. La seconde chose, c'est que plus il y a de CO2 dans l'air, mieux la croissance des plantes se produit, mais il n'y a pas que cela. Les plantes apprécient davantage de température. Donc une plante qui a plus de CO2 va en fait pousser mieux si sa température est un peu plus élevée, de 1, 2, 3 degrés par exemple. Et un bonus supplémentaire à tout cela, c'est le fait que non seulement elles poussent mieux, non seulement elles poussent plus vite, non seulement elles sont plus résistantes aux attaques externes, mais en plus elles apprécient la température et surtout elles consomment beaucoup moins d'eau. Leur système de perte d'eau par évaporation sur la face inférieure des feuilles par exemple, eh bien, est réduite énormément. Et donc les plantes qui sont capables de survivre dans le désert ou au niveau du désert vont être capables de progresser bien davantage s'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Et donc c'est une des composantes de la régression des déserts au niveau du Sahel. Il y a aussi le fait que nous avons le tilt de la Terre qui se produit, ce qui veut dire qu'en fait les zones humides, d'air humide qui arrivent au niveau de l'Afrique, eh bien ces zones vont monter très légèrement, vont nous donner donc davantage de pluie là où nous avions le sud du Sahel. Cette pluie qui arrive permet de nouveau aux plantes de progresser encore un petit peu plus. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je pense que ça répond largement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ici? Oui. Quelqu'un va vous poser une question? Oui. Oui, bonjour. Vous accusez donc les écologistes, mais moi, récemment en France, donc, il y a eu la publication de Mein Kampf de Hitler en français, et on trouve déjà dans ce document donc, tout le refus, c'est que l'homme puisse aller contre la nature, c'est aussi toutes les préoccupations eugénistes de beaucoup de gens que les seuls les plus forts vont pouvoir résister. Et donc des préoccupations écolo plus généralement. Et si on regarde plus loin encore, on trouve le même discours chez le prince Philippe de Lambourg, qui est donc écolo et qui se propose de revenir sur Terre s'il peut se réincarner comme un virus mortel pour éliminer la population. Et avant ça, donc c'est tout le discours malthusien, c'est de Galton aussi, c'est des eugénistes, c'est anglais de la deuxième partie du XIXe siècle. Est-ce que vous voyez derrière, quand vous parlez des écologistes, est-ce que vous voyez aussi toutes ces lignes-là ou vous arrêtez à ceux d'aujourd'hui? Alors, oui, tout à fait, vous avez raison. En fait, il y a une diapositive que je n'ai pas donnée parce que, bon, d'abord pour une question de temps, mais vous avez tout à fait raison. En fait, on retrouve derrière tout ça une idéologie qui est aussi une idéologie, disons, de type malthusienne, dans laquelle on estime que la population du monde est en croissance incontrôlable et que l'une des raisons principales de l'état dans lequel on se trouve, et afin de maintenir la planète correctement, eh bien, il faudrait se débarrasser d'une bonne partie de l'humanité. J'entends assez régulièrement ce genre de discours, mais dit évidemment en utilisant les termes appropriés pour essayer de ne pas trop choquer. Il se fait que l'idéologie qui est en route
est de dire que l'on devrait essayer de ramener la population mondiale à grosso modo 1 milliard d'individus. Alors, je rappelle que le commandant Cousteau, que étant enfant j'adorais, n'a pas hésité à dire un jour que l'on devrait se débarrasser de 500 000 personnes par jour, jusqu'au moment où nous arriverions à ce milliard d'individus. Il l'a dit, il l'a écrit. Voilà un peu le genre de personnes. Vous avez mentionné le prince Philippe, qui n'hésitait pas à dire qu'il voudrait revenir, comme vous l'avez mentionné, sous la forme d'un virus mortel pour justement aider au contrôle de la population. Alors, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a une population trop importante sur Terre et que nos ressources n'arrivent pas à satisfaire tout le monde. Alors déjà, c'est une anomalie parce que c'est tout à fait faux. Les ressources que nous procure l'agriculture actuelle et les ressources que nous avons suffisent amplement à donner de la nourriture à toute la population humaine. La volonté n'est pas là et il y a un gaspillage absolument énorme de ce que nous produisons. Si nous pouvions partager ce que nous avons de manière correcte, nous aurions amplement en suffisance de quoi nourrir l'entièreté de la planète, même plus. Je vais même aller un cran plus loin. Il y a des calculs qui ont été faits, qui ne sont pas si stupides que cela, où les gens ont mesuré et calculé la chose suivante. Prenez une ville telle que Bruxelles, placez-y tous les habitants de la planète, et posez-vous la question de savoir quelle est la surface globale du monde qui sera occupée par la population actuelle. Eh bien, la surface globale correspond à l'État du Texas. Donc, l'entièreté de la population humaine aujourd'hui vivant dans une ville telle que Paris ou Bruxelles, ce qui n'est quand même pas si désagréable que ça, tiendrait en fait dans l'État du Texas. Et c'est ce que l'on appelle la surpopulation. Vous voyez que, en tant que tel, ça ne tient pas la route. Il y a un autre programme qui est particulièrement intéressant, qui a été lancé, je ne sais plus si c'est par Google ou un autre organisme, où à chaque fois que des individus se trouvaient au confluent d'un parallèle et de ces lignes qui découpent la planète, d'une latitude et d'une longitude, eh bien, ils devaient faire une photographie des 4 points de l'horizon nord, sud, est, ouest. Et on se rend compte dans ces photographies, et les sites existent encore, qu'il n'y a en fait quasiment rien d'habité sur la majorité de la planète. Et ce qui est tout à fait normal, la population humaine est en fait concentrée majoritairement dans des villes, etc. Et donc, on retrouve ce discours, et il y a derrière une volonté de maîtriser la population, il y a aussi derrière une volonté de le faire par des moyens que j'estime ne pas être des moyens très sympathiques. Et par exemple, une façon de maintenir la population dans la pauvreté et de contrôler cette population, c'est de leur interdire l'accès à des énergies fiables comme de l'électricité, par exemple. Et voilà. Et donc, tous ces programmes rejoignent un tout petit peu cette idée malthusienne qui est, soyons clairs, relativement nauséabonde. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les questions. Un tout grand merci pour la présentation et pour ce temps de questions avec vous passé ensemble. Et avec grand plaisir, et je suis vraiment désolé de n'avoir pas pu être là en chair et en os. Et voilà, et j'ai cru comprendre que vous avez entendu un téléphone sonner de temps en temps. Oui, mais c'est pas grave. J'en suis vraiment désolé. Non, c'est très bien passé, ça a très bien fonctionné au niveau de la présentation. Bientôt, on les réinvitera. Et en tout cas, on garde le contact, on vous réinvitera et j'espère qu'on aura le plaisir de... Avec grand plaisir. Et s'il y a quoi que ce soit, si je peux fournir à qui que ce soit un renseignement, un article ou même des valeurs, que sais-je, il ne faut surtout pas hésiter. Vous avez mon adresse email, s'il vous plaît, passez-la et je ferai joie de répondre à toute demande de la part de qui que ce soit, avec grand plaisir. Un tout grand merci.